le salon de l'inclusion, les balados pour démystifier l'expérience de vivre avec des incapacités en ville. À Toronto, les enfants ayant des incapacités passent beaucoup plus de temps dans le transport que les enfants sans incapacité. De nombreux cas de discrimination dans les services de transport envers les personnes ayant des incapacités ont été présentés et reconnus par les tribunaux au Canada. Dans une étude aux États-Unis, plus d'un tiers des personnes ayant des incapacités ont indiqué que les services des transports publics adaptés sont les modes de déplacement privilégiés. Un quart des participants rapportent aussi que les services de transport public sont limitants pour se rendre à destination. Les enjeux de disponibilité des transports adaptés sont perçus comme une raison d'isolement pour une partie des personnes ayant des incapacités. Les personnes ayant des incapacités réalisent généralement moins de déplacements que les personnes sans incapacité, notamment pour les loisirs. À la Ville de Québec, environ 10% des arrêts de transports en commun et 8% des routes sont considérés comme accessibles pour les personnes utilisant un fauteuil roulant. Dans une étude aux États-Unis, près de la moitié des personnes ayant des incapacités jugent que les services de transport en commun ne répondent pas à leurs besoins. Notamment, 20% ont mentionné que les arrêts et les stations n'étaient pas accessibles. Aujourd'hui, on va parler des transports. Et pour ça, on a avec nous Chantal Bonneville et Maxime Boily. Donc, bienvenue. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, Chantal. Oui. Bonjour, c'est moi, c'est Chantal, comme on vient de dire. Je suis atteinte de sclérose en plaques depuis, j'ai eu mon diagnostic en 2006. Donc, je sais pas, je suis le calcul mental pourri, mais ça fait longtemps. Ça fait plus que 10 ans. Donc, c'est ça. Moi, c'est dégénératif. Donc, je suis en fauteuil roulant en ce moment, mais quand mon diagnostic est tombé au début, j'avais de la difficulté à marcher, puis je perdais mes facultés tranquillement, là. Donc, ça doit faire 3 ou 4 ans que je suis assise en fauteuil et que je peux plus marcher du tout, là. Peut-être même 5 ans. Comme je dis, je sais pas les dates précises parce que c'est pas du jour au lendemain, là. C'est que une journée, je marche un petit peu, je marche 3 pas, 4 pas, puis à un moment donné, je suis plus capable de marcher du tout. Donc, c'est ça ce que j'ai. C'est bon. Merci. Et moi, c'est Maxime Boily. Je suis paraplégique suite à un accident de la route à l'âge de 19 ans, en 95. Et puis, en mars, ça l'a fait 29 ans. Et que je me déplace toujours avec mon fauteuil roulant manuel. Et puis, je bouge pas les jambes. Pas de sensibilité non plus dans les jambes. Et puis, j'ai toujours été très actif. Soit travailler, étudier, faire des sports en fauteuil roulant, ou prendre les transports, même conduire ma voiture. Mais j'ai plus de voiture par choix. Et dans quelle situation vous prenez les transports? Moi, j'aime ça prendre le transport en commun parce que j'ai plus de liberté qu'avec le transport adapté. Donc, ça dépend de l'énergie que j'ai pour prendre le transport en commun et tout. Fait que c'est peut-être parfois pour aller à l'université ou pour aller souper chez ma mère ou pour faire des choses. Mais c'est ça, c'est que pas tous les autobus sont accessibles. Donc, ça doit être sur le parcours des 800, 801, 804, whatever. Ouais, c'est ça. C'est à peu près pour la même chose. Ça nous permet d'avoir plus de liberté. Et dans le fond, qu'on a une invitation dernière minute, c'est plus facile de prendre le transport en commun. Et puis, on part alors qu'on désire. Et puis, c'est ça. On est moins restreint. Ça donne surtout la liberté d'aller dans plusieurs secteurs à Québec. Les circuits adaptés. Comme Chantal disait, surtout les 800. Oui. Et vous prenez pas l'auto par choix? Est-ce que vous voulez parler un peu plus de Ah oui, ça? Dans le fond, j'ai arrêté de prendre l'auto. En premier lieu, c'était à cause je faisais des crises d'épilepsie. Et après,
J'ai fait mon budget, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de dépenses reliées à la voiture. On parle d'entretien, changer les différentes pièces qui brisent, tout ce qui est assurance, essence, permis de conduire, immatriculation. Fait que il m'en reste plus pour vaguer à mes loisirs. Et puis mon budget est moins serré. Et que ça facilite, c'est beaucoup plus abordable les transports en commun. Un choix logique pour profiter de la vie. Oui, et plus pour l'environnement aussi. C'est un gros deuil à faire de se départir d'une voiture. Moi, ça m'est arrivé en 2014. En fait, j'étais rendue à un point où je marchais encore un peu, mais c'était difficile. Donc, j'avais ma marchette que je marchais au coffre de la voiture pour sortir mon petit triporteur qui était défait en morceaux. Puis en tout cas, c'était de plus en plus compliqué. Puis c'est ça que j'ai décidé. Puis en plus, j'étais rendue à une étape où il aurait fallu que je fasse adapter mon véhicule. Mais étant donné que j'ai une maladie dégénérative, je savais pas trop. Mais si je fais des changements, peut-être que dans 5 ans, ces changements-là, ils seront plus adéquats pour ma situation. Donc, j'ai décidé de vendre ma voiture, puis c'est ça. Financièrement aussi, ça aide beaucoup. Ça coûte cher, les voitures. Oui, c'est un peu ça aussi. C'est difficile au début, tu as peur de perdre ta liberté. Ouais. Mais après, tu te rends compte que, exemple, à Québec, c'est facile de se déplacer avec les transports. Donc, merci pour vos présentations. Pourriez-vous nous raconter une expérience ou une anecdote qui est marquante pour vous par rapport à vos déplacements en transport? J'aurais celle-là aussi à expliquer que l'arrêt de bus en face de chez moi, ce qui arrive, c'est que la bus qui passe là, l'arrêt il est pas desservi normalement pour les fauteuils roulants. Et puis, il manque d'espace. Là, c'est juste un trottoir normal. Et puis, souvent, avant de rentrer, quand le chauffeur ouvre la porte, il faut que je négocie un peu avec, comme quoi que moi, c'est l'arrêt de bus que j'utilise toujours près de chez moi. Sinon, ça m'oblige à rouler 2 kilomètres en fauteuil roulant. Fait que là, j'explique la situation. Il me laisse rentrer souvent. Mais ils me disent normalement on peut pas, question de sécurité ou question de ces décisions-là, ils se prennent au niveau administratif plus haut. Fait que souvent les chauffeurs c'est pas correct. Ils me font embarquer quand même, mais ça l'oblige à manipuler un peu dans le gazon mon fauteuil et après rentrer dans la ronde. C'est sûr que quand il y a du gazon, s'il y a de la neige, ben encore là. C'est ça, il faut que j'empiète sur la rampe un peu, puis faire un peu une acrobatie. C'est un peu plus complexe. Ouais. On ne sera pas toujours en sécurité dans ce temps-là, j'imagine. Ouais, mais c'est sûr que s'il y avait le trottoir plus large, ça serait plus facile. À l'année, même l'hiver, puis un coup bien de neige. C'est intéressant parce que on voit que c'est pas juste une question de volonté des chauffeurs, c'est vraiment une question d'organisation qui va plus loin. Oui. Et souvent aussi, il y a quelques-uns qui ont abordé l'assurance. Il y a comme l'assurance spécifique pour les lignes principales desservies pour fauteuil roulant. Puis je crois que ce niveau-là, ces lignes-là qui sont pas adaptées, c'est différent. On dirait qu'ils ont adapté l'assurance différemment. De mon côté, mon anecdote aussi fait qu'un chauffeur qui a sorti un petit peu des règlements, la rampe, donc quand le chauffeur est arrêté devant moi, il essayait d'ouvrir la rampe, mais ça levait peut-être de quelques centimètres, puis ça retombait fermé. Moi, puis il a essayé plusieurs fois, puis ça faisait toujours ça. Moi, j'allais abandonner, j'ai même reculé, je me disais, bon, il va me dire de prendre l'autre autobus. Mais non, il est sorti de sa petite cage en plexiglas, puis il a été tiré sur la courroie, qui a une petite courroie là, sur les rampes.
il a tiré là-dessus, il a vraiment travaillé fort pour finir par ouvrir de force la rampe d'accès. J'ai pu entrer. Alors, je l'ai remercié beaucoup, merci. Ça, puis il m'a dit, ouais, mais j'ai pas vraiment le droit de faire ça, fait que dis-le pas à personne. Alors, c'est raté, je l'ai dit. Mais j'étais très contente, puis même quand elle m'a rendue à ma destination, ben, il a fallu qu'il refasse le même processus, il a fallu qu'il sorte de sa cage pour tirer à bras la rampe qui voulait vraiment pas s'ouvrir. Alors, c'est ça, ma petite anecdote. Dans ces expériences-là, c'est quoi les obstacles que vous voyez avec le transport en commun? C'est quoi les problèmes qui font que vous vivez ces situations-là? Des fois, c'est mécanique, dans le sens que la rampe veut pas s'ouvrir. Des fois, c'est parce qu'il y a de la neige qui fait que la rampe peut pas s'ouvrir. Donc, c'est ça, c'est plate parce que si je pouvais utiliser mes jambes puis pousser la neige moi-même, je le ferais, mais ça se peut pas. Donc, ça prend des anges qui viennent aplatir, tasser la neige ou comme là, le chauffeur qui décide de physiquement ouvrir la rampe. Oui. Ouais. Certaines fois, c'est manque un peu d'espace pour manipuler le fauteuil roulant pour arriver en ligne droite devant la rampe. Plus facile. On a discuté avec Normand Boucher, qui est professeur à l'Université Laval et chercheur au CIRIS. Il est sociologue et politologue de formation et lui-même est utilisateur d'un fauteuil roulant. Ses intérêts touchent les transformations des pratiques et des politiques entourant les phénomènes du handicap et l'exercice des droits humains dans différents secteurs. Prévoir l'utilisation selon les périodes de la journée. À l'heure de pointe, c'est plus difficile. Si on se déplace en fauteuil roulant, si on a d'autres types d'incapacités, c'est d'autres types de besoins qui vont être là. L'orientation pour les personnes qui ont des déficience visuelle, c'est super important. L'accès à l'information, la façon dont l'information apparaît, à la fois l'aspect visuel, les caractères utilisés, les couleurs, tous ces aspects-là. Je te dirais l'aspect sonore, ça, c'est pas un caractère inclusif. C'est ce qu'on a vu un peu dans certaines études où on insistait sur ces volets-là, de construire de façon universelle pour intégrer les dimensions à la fois visuelles, auditives. Parce que des fois, on a, un exemple, je mentionnais aux gens du GRTC dans une rencontre que c'est bien d'avoir je sais pas si ça s'appelle Sarah, je sais pas trop la voix qui nous annonce. Mais souvent, on l'entend pas. Parce que quand c'est plein, il n'y a pas trop de monde. Donc là, de pouvoir le lire, on peut pas. Parce que tu prends le transport en fauteuil roulant, mais t'es de dos. Donc tu vois pas les arrêts. On voit arrêt demandé, mais tu l'entends si la voix de Sarah est assez forte. Donc de pouvoir l'afficher, ça serait bien aussi. J'imagine aussi quand il y a beaucoup de gens dans le bus, c'est plus difficile, surtout pour rentrer et pour sortir. Oui. Puis ça, des fois, c'est compliqué comme par exemple à l'université, quand il y a plein de monde qui veulent prendre l'autobus, moi, c'est à savoir, est-ce que tout le monde entre puis moi j'entre en dernier? Est-ce que moi je rentre en premier? C'est beaucoup plus facile si j'entre en premier, mais il y en a qui sont pas patients, ils veulent pas attendre que la rampe s'ouvre. Puis le fait qu'il faut qu'on soit à une certaine distance pour que la rampe puisse se déployer, ben il y en a qui veulent passer des petits vite là, qui sont pressés, qui passent devant nous, fait que c'est ça. Et comme il y a des chauffeurs qui font signe, attendez avant d'entrer. Des fois moi aussi j'ai besoin de dire attendez un instant. Mais c'est ça, c'est beaucoup plus facile. C'est sûr quand il y a beaucoup de monde, c'est plus facile de rentrer en premier. Parce que si tout le monde entre, là, moi, quand j'entre, ben, poussez-vous, excusez-moi. Bon, il faut comme dépasser notre place pour reculer dans l'espace pour le fauteuil. Donc, il faut vraiment beaucoup déplacer les gens. Oui, effectivement. C'est arrivé à quelques reprises que le chauffeur intervenait à laisser entrer la personne en mobilité réduite. Ou des fois, il y a comme pas le temps de le dire, tout le monde, comme on dit, se garoche à l'intérieur et qui laissait rentrer. Puis après, je rentrais le dernier. Mais oui, quand les heures de pointe, il y a beaucoup de monde. On est obligé des fois de déplacer des gens, ou même des personnes qui s'assoient dans la zone réservée aux fauteuils roulants et que sans trop savoir, ils s'assoient. Puis ils comprennent pas nécessairement qu'il faut qu'on se recule dans l'espace, c'est ça. Donc, comme il faut déplacer beaucoup de monde,
Puis moi, je leur dis, après, vous pouvez vous rasseoir, vous pouvez... Oui. Docteur Boucher nous a justement parlé de certains éléments en lien avec les interactions que les usagers à mobilité réduite ont avec les autres passagers. Dans l'étude qu'on a fait sur la formation à Montréal, c'est sorti, puis dans d'autres études aussi, c'est le malaise de certaines personnes à demander, est-ce que tu me laisserais la place? Parce qu'il y a un endroit bien désigné, question de sécurité pour s'installer. Et souvent, les gens sont moins au courant, moins au parfum de ce qu'il faut faire. Puis là, ça génère certaines choses de sécurité. Même un malaise, une personne qui nous le dit, moi, je me sens très mal d'aller demander à la personne de s'élever. Est-ce que ça arrive au contraire que vous avez des gens qui vous aident, d'autres clients ou... Oui, il y a des petits boss des fois. Poussez-vous, puis ils gèrent Oui, effectivement. ils gèrent les chars. Oui. Yes, souvent la zone fauteuil roulant, il peut y avoir une poussette aussi qui est là. Et c'est réservé pour les personnes, les parents qui ont les poussettes avec leurs enfants. Et on est comme proches, mais ils sont coopératifs. On est capable d'avoir assez d'espace. Et oui, il y a des clients qui interviennent. Laisser l'espace au fauteuil roulant. Ouais. Merci beaucoup pour le partage de ces expériences. C'est vraiment intéressant de voir comment on peut vivre des enjeux dans le transport. Si vous pouviez tout changer, ça serait quoi votre vision idéale du transport? Qu'est-ce que vous aimeriez que ça soit pour vous, le transport en commun? Ça serait bien qu'il y ait une certaine structure dans le sens qu'on sache que justement quand l'autobus arrive, que c'est la personne en fauteuil roulant qui entre en premier pour que on puisse aller s'installer comme il faut, puis que quand on sort aussi, que c'est la personne en fauteuil qui sort avant que les gens entrent. Donc ça pour les autres passagers, là. Faudrait que les autres passagers soient au courant de ça. Ouais, c'est ça. OK. Puis que les gens soient alertes un peu de ce qui se passe parce que des fois, il faut garder une certaine distance entre la porte et nous. Puis il y a des gens qui je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, qu'ils veulent. Il faut se mettre à la porte pour montrer qu'on veut entrer, mais c'est parce que j'ai besoin d'avoir de l'espace pour que la rampe s'ouvre. Fait que ça, des fois, c'est un peu frustrant parce que c'est ça, parce qu'on laisse l'espace, il y en a qui décident de passer devant nous, ou bien même des passants sur le trottoir qui ne font que passer, qui passent entre moi et l'autobus, entre le fauteuil et l'autobus. Donc, la rampe peut pas se déployer. Ma pire expérience, c'est vraiment qu'un vélo passe entre moi et l'autobus, puis la rampe était presque rendue à tomber par l'autre côté. La personne en vélo aurait pu vraiment avoir un accident puis se blesser vraiment gravement. Donc, c'est ça que j'aimerais que les gens, que les gens s'habituent. Même pour les chauffeurs sont pas toujours habitués, ils cherchent les pitons, ils cherchent parce que l'autobus penche un peu, après ça, la rampe se déploie, puis là, des fois, l'autobus se penche, revient, on voit qu'ils cherchent, que le chauffeur ou la chauffeuse cherche les pitons. Donc, c'est ça, que ça devienne une normalité puis un processus ordinaire. Oui, effectivement. Et puis, pour ma part, j'aimerais ça que toutes les lignes soient desservies, même aux personnes à mobilité réduite. On n'a pas à avoir à chercher une ligne principale. On aurait la possibilité d'embarquer dans toutes les lignes de transport dans le secteur de la ville. Et les arrêts aussi. Ouais, et les arrêts soient suffisamment comme large, un espace adéquat pour rentrer plus facilement, pouvoir manœuvrer le fauteuil roulant. Et ce que je trouve pratique, au moins, le bouton qu'on pèse, il sonne 2 fois. Et que normalement, ça arrivait juste une fois que le chauffeur m'a dit. Ouais, pour appeler pour dire on veut sortir à cet arrêt-là. Mais souvent, je mentionne en rentrant dans le bus, j'aimerais sortir à tel endroit. Mais avant de sortir, je prends le temps de sonner aussi. Mais ça, c'est des fois, il peut y avoir du bruit beaucoup là, des heures de pointe. Une fois, le chauffeur m'a dit « Ah ouais, tu veux sortir ici? » J'avais pas entendu les deux
le son là, qui sonne 2 fois, là, bip, bip. Et que j'ai dit oui, c'est ça. Il a dit OK. Fait que, il m'a fait débarquer le dernier quand tout le monde est rentré. C'est intéressant parce que je comprends que vous avez à interagir avec le chauffeur pour planifier quand est-ce que vous allez sortir du bus. Est-ce que d'avoir à interagir avec le chauffeur, c'est quelque chose qui vous dérange? Moi, pour l'instant, ça me fait... je me rends compte que les autres clients, ils n'ont pas besoin d'affaires. Mais d'un côté, ça me sécurise un peu parce que je me dis, au moins, le chauffeur, je vais mentionner que je voulais arrêter à tel endroit. Puis, en même temps, le signal, je vais le faire. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y a d'autres fois que les clients, bon, les autres, sans handicap, ils pèsent sur le bouton, ils arrêtent n'importe où, mais ils n'ont pas besoin vraiment d'avoir interaction. Mais nous, même pour sortir, j'ai dû faire un rappel verbal. C'est si je veux sortir. Et que, c'est ça. Et que là, des fois, c'est pas toujours clair. J'ai l'impression que quand c'est les heures de pointe, qu'il y a beaucoup de monde, ils ont plus de choses à penser. Puis quand il y a beaucoup de monde qui passe, peut-être qu'ils l'oublient. Quand les autres passagers utilisent le bouton bleu, là, ça devient difficile pour le chauffeur de faire la distinction quand est-ce qu'il y a besoin de déployer la rampe ou pas, là. Effectivement. C'est ça. Ce qui facilite quand même, c'est que souvent, je spécifie où il le demande, mais on est obligé de faire plus d'interactions que un client sans handicap. Moi, ça me dérange pas non plus de le dire où je m'en vais au chauffeur, mais c'est ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'on le dise, qu'on pèse sur le piton handicapé avec le petit sonore, le bip double de sonore. Mais c'est ça, ce qui est étonnant, c'est malgré tout ça, que le chauffeur nous oublie. Puis que justement, il faut parler, là, il faut crier fort. Si les gens entrent avant que je sois rendue au bout pour sortir, attention, je débarque ici, oubliez-moi pas, je débarque. Mais là, tu sais, encore là, sais-tu c'est qui dit ça? C'est peut-être quelqu'un debout qui dit ça, là. C'est pas quelqu'un, en tout cas. Je n'ai pas envie de dire « Ah, c'est le fauteuil qui veut descendre. » C'est ça. Ouais. C'est nécessairement des espaces restreints. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Non. Dans le fauteuil, il passe, comme on dit, vraiment serré. Assez serré. Donc, si vous saviez un message clé à transmettre aux gens qui nous écoutent, vous leur direz quoi? De nous voir comme des gens normaux, entre guillemets, puis c'est ça, de dire on fait partie de la société, puis c'est de pas nous voir comme c'est plus long, c'est plus ça prend plus de temps, c'est plus compliqué, c'est ça, juste on fait partie de la société, puis c'est ça serait ça mon message. Oui, c'est ça, dans le fond. Moi, ce que je trouve beaucoup, c'est que même si la mobilité réduite, on a besoin de s'en inclus dans la société, avoir une vie active. Ça veut dire, en même temps, utiliser le transport en commun, comme tout le monde peut le faire, peu importe la tranche d'âge. Et puis, plus que les gens, ils vont le faire en fauteuil roulant ou à n'importe quel handicap, ça va conscientiser la population et ça va devenir comme un réflexe naturel et la population va être plus disposée à nous aider, même dans des gestes facilitants. Et qu'est-ce que les autres passagers peuvent faire pendant que vous êtes dans le bus pour aider? Des fois, c'est juste avertir la personne roulant, elle veut sortir, laisser la place ou tout simplement l'hiver, peut-être donner une petite poussée. À la neige, un bâton de glace, ouais. C'est ça, comme ça, avoir la rampe à de la misère à se déployer, juste prendre le temps de déneiger un petit peu en dessous, sans que le chauffeur intervienne. Des fois, juste avec les bottes, là. Pas besoin d'amener une pelle. Oui, faire attention aux petits détails, être conscient que vous pouvez avoir une expérience qui est différente, mais tout aussi importante. Ouais. Mais ça donne beaucoup de liberté. C'est ça que je trouve intéressant pour tout le monde. Ça peut peut-être paraître comme beaucoup d'enjeux de prendre le transport en commun, mais j'aimerais ça que les gens sachent que les avantages sont beaucoup plus nombreux que les inconvénients
de prendre le transport. Parce que déjà, de pouvoir prendre l'autobus, puis quand je veux, j'ai pas besoin de réserver la veille. Même si je dois dire au chauffeur où je descends, pour moi, c'est vraiment pas très grave parce que oui, je dis que je descends à tel arrêt, mais j'ai pas besoin de dire, ouais, mais je m'en vais chez le dentiste ou je m'en vais. J'ai pas besoin de justifier mon déplacement, c'est ça. Puis moi, ce que je trouve aussi, je me sens vraiment de faire partie de la société quand je prends le transport en commun parce que c'est pas juste des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite, mais c'est toutes sortes de monde, des petits enfants, des personnes âgées, des étudiants, peu importe. Puis ça, moi, ça me fait du bien. Quand je prends le transport en commun, ça me fait du bien de sentir que je fais partie, c'est ça, de la société. C'est ça, comme Chantal dit, c'est la même chose pas mal que je peux dire, on se sent plus libre et on se sent plus inclus à la société par rapport à on est plus libre d'aller à l'heure qu'on veut et avoir le choix de revenir à l'heure qu'on veut aussi et faire plusieurs déplacements. On a beaucoup plus de liberté. Et puis en même temps, c'est agréable de sentir comme tous les membres de la société pouvoir participer à nos loisirs, travail, études, ces choses-là, c'est important. Puis de savoir un peu aussi, en transport adapté, on sait quand on part, on sait pas trop quand on arrive. Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle dans le jargon, un direct, ou on peut avoir une rondelette, Ouais. c'est dans le jargon qu'on dit. Donc, je peux être dans le transport pendant 1 heure. Ouais. Des fois, je peux être dans le transport pendant 15 minutes. Tandis que l'autobus, si je sais que du point A au point B, ça prend à peu près 45 minutes, ça prend 45 minutes. Oui. Plus ou moins quelques minutes s'il y a du trafic, mais c'est beaucoup, c'est ça. C'est plus se structurer, puis il y a moins de perte de temps, beaucoup moins de perte de temps. Plus fier, fait que plus de temps pour faire des choses qui sont importantes. Oui. Ouais. Puis, ça, on le sait que, exemple, quand je pars de chez moi, dans mon secteur, ça va me prendre minimum 45 minutes à la Sainte-Foy, mais c'est la distance. Je me mets pas dans la tête d'arriver là en 15 minutes, mais on le sait d'avance. On le sait. Comme on dit, on n'a pas à faire la rondelée. Ouais. Ouais. Puis c'est juste le fait aussi de se faire attacher les courroies, c'est donc bien compliqué. Oui. Puis les chauffeurs du transport adapté nous disent, si tu prends l'autobus et vous n'êtes pas attaché, non, personne n'est attaché. Pas plus les gens debout, pas plus les personnes âgées, pas plus les petits-enfants, personne n'est attaché. Je vois pas pourquoi moi, je serais attachée aux 4 coins de ma chaise et une ceinture pour moi. Ouf. Un espace sécuritaire, je trouve, avec le dossier à l'arrière. Oui, on se sent... On a nos freins, puis la chaise, elle bouge pas, là. Donc, on arrive tranquillement à la fin. Donc, je voulais vous demander comment les autres passagers peuvent contribuer à une expérience positive pour vous. Je pense que si les gens, premièrement, qui prennent conscience qu'on est là, comme par exemple quand l'autobus arrive, de laisser le temps que la rampe se déploie pour qu'on puisse rentrer en premier. Juste c'est ça. D'être conscient que moi, je suis reculée de l'autobus, pas parce que je veux pas prendre l'autobus, j'ai pas le choix, il faut que la rampe se déploie. Donc, c'est ça, être consciencieux de notre présence, puis pour c'est ça, tout ça. Consciencieux aussi que quand on entre, qu'ils sachent un peu la mécanique de où est-ce qu'il faut qu'on aille se placer, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il se tasse, puis de pas voir ça comme un inconvénient ou quelque chose qui dérange, là, mais ça fait partie du processus pour nous. Ouais, puis pour eux, en même temps, c'est ça, ils sont, en nous voyant embarquer, qu'on devienne comme inclus, comme utilisateurs, comme tout le monde, nous laisser l'espace nécessaire pour pouvoir circuler en toute sécurité, sans nécessairement toujours avoir besoin. Attention, je suis là. C'est ça,
juste, je pense, un réflexe à développer de la population en même temps, sans nécessairement qu'ils suivent de formation. Comme un peu un réflexe naturel. Que comme ça vienne la normalité. Ouais, la normalité. C'est une question d'inclusion. Et peut-être aussi combler un peu ce que les chauffeurs ont pas le droit de faire. Oui. Ouais, en même temps, si on a besoin d'un coup de pouce, ben, ils peuvent être là. Par Un exemple. petit coup de pied sur le remblai de neige. Particulièrement durant l'hiver, c'est plus propice à un coup de pouce. Ça serait quoi le message clé que vous auriez envie de transmettre aux personnes qui écoutent cet épisode? Dans le fond, moi, je préfère le transport en commun comparativement au transport adapté parce que c'est très complexe. Il faut réserver d'avance le transport adapté et on n'a pas moins de liberté. Fait que aux avantages du transport en commun, là, on part à l'heure qu'on veut, on va à l'endroit qu'on veut sans se justifier et en même temps, on se sent beaucoup plus inclus. Puis ça nous aide moralement, physiquement, à avoir une vie normale comme tout le monde. Oui. Je reviendrai sur la normalité de se sentir comme tout le monde, faire partie de la société, puis de pas être toujours stigmatisé, personne handicapé, même dans le transport. Donc, de voir toutes sortes de gens, puis c'est ça, comme Maxime disait, d'être libre, de pouvoir s'arrêter. Si moi, je décide que j'ai l'idée tout d'un coup, il est tard, j'arrêterai à l'épicerie m'acheter un petit saumon pour souper, ben j'ai le droit. Je sors de l'autobus, j'achète mon petit saumon, puis je rentre dans l'autobus. C'est pas plus compliqué que ça, tandis que le transport, ben non, si le transport est réservé de là à là, ben je peux pas arrêter au milieu pour une petite commission. Donc, c'est la liberté. Exactement, plus de liberté et d'inclusion. J'incite le monde à le faire. Super. Merci pour ce beau message de conclusion. Puis aussi, merci pour vos partages. C'est intéressant. Puis ça donne aussi vraiment une bonne idée de qu'est-ce que ça représente parce que la plupart des passagers ne sont pas tout le temps au courant de comment ça se passe. Ben oui. Et ça donne des petits conseils pour comment se comporter de façon inclusive en transport. Ce balado a été possible grâce au soutien des fonds de recherche du Québec et de l'équipe PSVI.